Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture. Alors, l'agriculture française est-elle encore compétitive? C'est la question que je vais pouvoir poser à mes invités. Philippe Mangin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président d'Invivo. Invivo, c'est? Invivo, c'est le premier groupe à capitaux coopératifs en France. Il réunit 216 coopératives françaises qui adhèrent pour, ensemble, essayer de gagner la bataille de la compétitivité. Bon, justement. Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agroéconomiste et auteur d'un ouvrage. L'agriculture française, une diva à réveiller, avec un point d'interrogation. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Grémillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur des Vosges et c'est vous qui êtes le rapporteur d'un projet de loi devant le Sénat. Mais ce projet de loi, il faut que vous nous expliquiez un peu de quoi il s'agit et le circuit qu'il a suivi. Il est simple, ce projet de loi, il est parti du principe que les agriculteurs et l'économie agricole et agroalimentaire de notre pays, on en vit depuis maintenant plus d'une année. C'est pas uniquement des mesures conjoncturelles qui vont nous permettre de retrouver une place que nous sommes tout doucement en train de perdre au niveau communautaire. Et ce projet de loi de PPL agriculture compétitivité, c'est justement d'être dans du structurel. Si je prends les articles qui sont vraiment la cheville ouvrière, la colonne vertébrale, que ça soit au niveau des indicateurs. Aujourd'hui, en France, on vit comme si on était tout seul. Or, il est important d'avoir des indicateurs sur les coûts de production qui soient dans l'Hexagone, mais qui soient aussi dans les autres régions de l'Europe. L'Europe fait partie d'un espace absolument fabuleux pour l'agriculture française, mais il est intéressant de s'y comparer. Le deuxième article, qui est un article qui permet d'utiliser un peu le médiateur de la République pour éviter d'être considéré comme entravant la loi de la libre concurrence et d'utiliser ce médiateur pour faire des rencontres des maillons de la filière, du producteur, du transformateur, des différents transformateurs et aussi du distributeur. Et puis, bien sûr, le troisième article qui était celui de la traçabilité. Aujourd'hui, les agriculteurs, les entreprises et les consommateurs en France souhaitent connaître ce qu'il y a, l'ingrédient majeur qu'il y a dans l'alimentation aujourd'hui. Et dans l'article 3, c'était tout simplement ça. Et puis, il y a aussi de repositionner l'installation des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il s'assure contre l'incendie, il s'assure contre le risque avec son tracteur. Et il ne va pas s'assurer sur le risque climatique, alors qu'aujourd'hui, il y a la capacité de le faire. Donc, c'est de rendre obligatoire le moment de l'installation, cet élément majeur. Et quelque part, ça permet aussi de préfigurer la nouvelle politique agricole commune. Et enfin, d'avoir une projection sur le futur, sur notamment l'investissement. Bon nombre de pays, les jeunes s'installent avec des prêts de carrière. Nous, en France, on est encore sur une capacité d'installation sur 10-15 ans. C'est bien trop court, c'est bien trop rapide. Alors, où en est-on? Quel est le calendrier de ce projet de loi un peu mouvementé? Alors, c'est un projet de loi qui a été voté à une large majorité au Sénat, puisqu'il n'y a eu que 19 contre, et qui est arrivé à l'Assemblée nationale, où il n'y a même pas eu de débat. C'est d'ailleurs incroyable, ce qui montre d'ailleurs la crise politique de notre pays, à mes yeux. Un pays qui est en pleine crise, où il y a des questions qui sont posées de manière très profonde dans tous les territoires, au niveau des agriculteurs, au niveau de l'économie agroalimentaire, au niveau des entreprises, au niveau du marché. Et puis se permettre le luxe, dans un pays démocratique, de même pas débattre du travail qui a été fait uniquement par posture politique, c'est quand même regrettable. Ce qui fait que cette loi n'a même pas été examinée, il n'y a pas eu d'amendement d'examiner. Elle revient au Sénat et elle va être à nouveau examinée au Sénat le 23 mars. Ça veut dire que tout va aller très vite et le Sénat va à nouveau travailler. Je suis en train, en tant que rapporteur, d'affiner un certain nombre d'articles pour encore mieux positionner un certain nombre d'éléments structurels au niveau de la compétitivité de l'agriculture. Et elle devrait repasser devant l'Assemblée avant les vacances parlementaires? Elle devrait, oui, mais surtout ce qu'il y a d'important, c'est qu'a priori, d'après ce qu'on entend, c'est que le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie et des Finances s'apprêtent à reprendre un certain nombre d'articles qui sont dans cette loi sous une autre forme. Que de temps perdu et surtout, quels sont les signes, le manque de signes qu'on peut donner à la paysannerie de notre pays. Philippe Mangin, qu'en pensez-vous de ce projet de loi?
Je trouve que la réaction du Sénat, d'abord, est à saluer, parce que très vite, au cœur de la crise, le président Larcher a souhaité commander un travail qui s'impose, celui de vraiment réfléchir sur tous les facteurs de compétitivité. Pour moi, il y en a plusieurs. Pour être compétitif, il faut être moins cher que ses concurrents. Force est de constater que ce n'est pas le cas en France et que pour baisser les charges, les pouvoirs publics doivent aider les agriculteurs à ce que ce soit le cas. Il faut être différenciant. C'est la voie qu'on a choisie à InVivo. Par l'innovation. Comment être différent de ses concurrents. Innover, apporter des réponses que seule l'agriculture française peut apporter sur les marchés. Par la réputation de sa gastronomie, de ses produits, etc. Troisième voie, être incontournable. C'est aussi ce que nous avons choisi à InVivo. Par exemple, dans la vente des céréales sur les marchés internationaux, nous créons des alliances avec des coopératives du Japon, de l'Argentine, des États-Unis pour devenir incontournables face à nos clients et face à nos concurrents qui sont ABCD, tout le monde connaît, ADN, Cargill, Dreyfus. Bon, il faut qu'on puisse peser en face de ces acteurs et en créant ces alliances, on y parvient et donc on amène de la valeur à cette filière. Donc différenciant, l'innovation, incontournable, les alliances pour peser sur les marchés. Sur l'innovation, je veux en dire encore un mot. Moi, je crois qu'on ne dit pas assez combien l'agriculture est face à des promesses et à un avenir merveilleux en matière de technologie. On croule sous le poids de la réglementation, des charges en tout genre, de l'administration, et l'innovation et les progrès qui se présentent au monde agricole sont fabuleux, sans doute les plus révolutionnaires des secteurs de l'économie que connaît notre pays. Je pense à tout ce que va fournir le numérique, le big data, etc. Je pense à l'agriculture de précision qui va apporter un champ de possibilités pour les agriculteurs extraordinaire. Je pense au biocontrôle. À InVivo, nous venons d'acquérir Bioline, la filiale de Syngenta qui vient d'être achetée par les Chinois. On s'est empressé d'aller les voir pour leur dire ça, non, pas pour la Chine. On est candidat. On a maintenant dans le biocontrôle une palette de réponses aux agriculteurs. Tout ça, c'est du progrès. Ce n'est pas les solutions du passé. Et tout ce champ d'innovation, nous avons considéré à InVivo qu'avec nos 216 coopératives, on devait être capable d'apporter vraiment des réponses concrètes et qu'aucune coopérative seule ne pourrait porter. C'est ça le rôle d'InVivo. C'est d'apporter à la ferme France ce que des coopératives toutes seules ne réussiraient pas à porter. Et on est dans cette stratégie et on mise beaucoup sur l'innovation, vraiment beaucoup. Jean-Marie Serroni, la perte de compétitivité, c'est pas de l'an passé, ça a débuté au début des années 2000. Voilà, ça a débuté il y a une quinzaine d'années. Par rapport à une loi sur la compétitivité, moi ce que j'ai apprécié en lisant le projet de loi, c'est qu'il est extrêmement court, extrêmement simple et il est écrit en français. Je me permets, et il me rappelle notamment. C'est un compliment, ça. Quand vous relisez les lois de 62, les articles sont extrêmement clairs. C'est-à-dire que les lois de stratégie doivent être très claires. C'est comme ça que j'ai vraiment. Et c'est pas souvent, c'est pas fréquent, me semble-t-il. Sur la compétitivité, pour employer des termes un peu plus techniques, mais ce que disait Philippe, il y a la compétitivité sur le prix, mais ça ne fait pas tout, et il y a la compétitivité hors du prix. Je donne sur les éléments de différenciation et finalement les éléments d'adéquation à la demande. Et là aussi, on a du progrès à faire. On est très fiers moi qui suis en particulier bordelais, on est très fiers de nos performances à l'exportation sur les vins et spiritueux, mais en fait, on perd progressivement des parts de marché. Parce qu'on est les leaders mondiaux, ou premiers ou seconds, ça dépend, et on a une stratégie de niche. Alors on dit souvent il faut aller sur les niches, mais quand on est leader, il faut une stratégie de masse. Et tout le monde ne va pas boire du Bordeaux supérieur, du Bordeaux, le Bordeaux supérieur, c'est pas du Bordeaux supérieur justement, mais des premiums de Bordeaux ou de la Bourgogne. Il faut aussi qu'on ait du milieu de gamme. Donc on a un problème à avancer, au-delà de l'aspect législatif où il y a des choses à débloquer, sur les positionnements qu'on a.
Après, dans ce qui n'a pas été dit, pour compléter, par rapport aux agriculteurs, aux entreprises agricoles, où on a une diversité absolument énorme de performances, des écarts, je le dis partout et je le redis, qui augmentent. Si je prends les marges à peu près dans toutes les productions dans un rapport de 1 à 2, j'ai la moitié des exploitations. C'est-à-dire que j'en ai la moitié qui sont en dehors d'un rapport de 100 à 200. C'est déjà énorme. Donc c'est une grande variabilité entre les exploitations. Et il y a un besoin énorme d'accompagnement. Et je reprends juste ce que vous disiez. Quand on est obligé, et c'est sûrement ça qu'il faut faire, d'imposer à un jeune, en plus, donc à l'avenir de l'agriculture française, le fait de s'assurer, quand il faut l'imposer par la loi, et j'ai longtemps travaillé dans un organisme de conseil, il y a bien un problème énorme d'accompagnement des exploitations agricoles dans ce progrès, et qui plus est avec les avancées et les révolutions, j'ai pas peur des mots, les révolutions que vous évoquiez sur le numérique, le métier va s'exercer autrement. Et c'est un vrai enjeu de compétitivité que de savoir accompagner les agriculteurs au-delà des chicayas entre les organisations, dans lesquelles j'ai joué longtemps aussi. Mais... Philippe Mangin, c'est vrai que le vin, l'exportation, c'est les axes forts pour vous. Oui, vous savez que c'est le nouveau métier qui est celui de notre union InVivo. On a créé InVivo Wine, partant du principe que effectivement nos positions à l'exportation s'effritaient, que notre offre était très dispersée, que chacun essayait de vendre son château, sa caisse, sa palette de vin. C'est à quoi les clients ne comprennent rien à l'autre bout du monde. Nous avions, nous, à InVivo, une expérience internationale, puisque nous sommes présents dans 29 pays au travers de la nutrition animale, qu'on ouvre un bureau à Singapour, que nous sommes présents sur les marchés céréaliers au Maghreb, etc. On s'est dit, mais pourquoi ne pas offrir à cette filière vin tout ce réseau qui est le nôtre sur le plan commercial et toute cette capacité qui est la nôtre à fédérer les coopératives. Et au fond, avec le premier acteur coopératif de la filière vin, Vinadéis, anciennement Val d'Orbieu, nous créons un pôle qui vise à construire une vraie stratégie d'exportation derrière une marque. Parce que il faut que le client se repère, quoi. En l'occurrence, cette filière vin manque complètement de lisibilité quand on est sur les marchés internationaux. On a racheté la société Cordier, et avec Cordier, on espère construire une marque et faire monter la valeur des premiers prix de vin qui, aujourd'hui, dans le Bordelais, partent à 4 € ou à 5 €. On est persuadé qu'il y a une stratégie possible pour les faire monter à 9, 10 € et avoir une stratégie lisible de marketing qui permette à la filière viticole de s'épanouir sur les marchés. Sachant que dans le Bordeaux, on exporte le premium, mais c'est tout. Voilà. Et c'est la moitié des vins de Bordeaux. Voilà. Il y a l'autre moitié qu'on n'exporte pas. Et exactement. Voilà. Exactement. Et ça vaut pour toutes les filières. Et ce qu'on veut faire, je termine, ce qu'on est en train de faire dans le vin, qui dit que InVivo ne pourrait pas le proposer à la filière laitière, ne pourrait pas à d'autres filières dire mais attendez, on a un bureau à Singapour, on peut mettre notre réseau à votre disposition et avoir une offre marque France. Moi je suis persuadé de la marque France sur les marchés internationaux. Vraiment, on a une réputation pour nos produits qui est exceptionnelle, à condition de savoir y répondre. Daniel Grémillet, on était les premiers dans de nombreux secteurs, en rétrograde. Tout ce qu'on a dit là, c'est de l'évidence. Pourquoi les politiciens ne l'intègrent pas? Pourquoi on se tire une balle dans le pied? Très concrètement. Concrètement, c'est que la France, depuis un certain nombre d'années, est en train de s'enfoncer en voulant laver plus blanc que blanc. On est en train d'accumuler un certain nombre de lois et surtout un manque de stratégie. Je prends un secteur que je connais bien, le secteur laitier. Ça fait quand même longtemps que l'Europe a décidé que les quotas allaient se terminer au 31 mars 2015. Ça fait 15 ans, pour le c'est moi, enfin c'est le Sénat qui a été le premier à proposer un amendement sur l'incessibilité des contrats laitiers. Pourquoi? On est le seul pays de l'Union européenne, alors que tous les autres pays de l'Union européenne qui avaient connu les quotas laitiers, qui avaient des quotas marchands, pourquoi ils ont voulu sortir des quotas? C'était pour quitter ce secteur marchand qui leur coûtait très cher, qui les pénalisait, et qui était d'ailleurs une avancée significative pour les producteurs de lait français.
Et tous les autres pays de l'Union européenne, il n'y a pas de cessibilité des contrats. C'est-à-dire que les agriculteurs, producteurs de lait ne déboursent pas un seul euro pour acheter le contrat du voisin. Et voilà que nous, en France, on se met effectivement à acheter des contrats. Premier élément. Deuxième élément. Dans cette loi, il y a un article sur la surtransposition administrative. L'Europe, c'est une chance.